Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'alerte espionnage, on va parler de comment se couper la faim, en tout cas surmonter les écarts alimentaires, et on va parler aussi de pourquoi on tombe malade quand on part en vacances. Ce qui est bizarre d'ailleurs, puisque logiquement on devrait justement se régénérer. Et on verra que c'est peut-être quelque chose qui a un lien aussi avec pourquoi on tombe malade après une grosse séance de sport, etc. Donc voilà les sujets dont nous allons parler aujourd'hui. Alors avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, petite page promotionnelle pour mon travail, mon vrai cœur de travail, les cours sur mon site. Comment équilibrer les glucides pour la santé mentale sans sacrifier la perte de poids. Donc, ce que j'ai appelé moi le régime sérotonine, pour toutes celles et ceux qui ont eu des problématiques à la réduction des glucides quand ils ont fait un régime, par exemple, ils se sont sentis plus anxieux, etc. C'est pas forcément de la faute des glucides. Vous verrez que c'est un tout petit peu plus, on va dire, nuancé que ça. Je sais que beaucoup en parlent, par exemple pour le sommeil, d'avoir des glucides en fin de journée, etc. Vous connaissez les règles, c'est une histoire de tryptophane, de compétition avec d'autres acides aminés pour passer la barrière encéphalopathique. Non, comment on appelle ça déjà? La barrière hémato-encéphalo, je sais plus comment. Bref, la barrière entre le cerveau et le reste du corps. J'ai pas le mot et je le retrouverai pas comme ça. Donc bref, tout ça pour dire que il y a un régime qui existe, qui a été développé par des spécialistes début des années 2000 pour augmenter le taux de sérotonine. Alors à la base, c'était pour les personnes qui prenaient des traitements antidépresseurs, mais également des personnes qui prenaient énormément de poids quand elles prenaient ce genre de traitement. Et il fallait qu'ils leur trouvent quelque chose pour qu'ils ne prennent pas autant de poids sans les priver de glucides. Donc, allez voir si ça vous intéresse. Si vous êtes plutôt de nature anxieuse et que vous avez envie de perdre du poids, c'est quelque chose qu'il faut au moins savoir, il me semble. Voilà. Donc, on rentre dans le cœur du sujet avec les 3 thèmes du podcast. Alors, le premier thème, c'est l'alerte espionnage, vos notifications push, une porte ouverte aux curieux. Alors pour ceux qui savent pas ce que sont les notifications push, c'est, vous savez, le truc qui sonne sur votre téléphone à fréquence régulière mais pas marquée dans le temps, et où vous avez justement la petite icône rouge sur une application, par exemple sur WhatsApp, le petit 1, 2, 3 rouge, sur comment ça s'appelle, Messenger et toutes ces choses-là. Le petit truc qui vous donne envie d'aller consulter qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qui sécrète de la dopamine d'ailleurs, enfin qui vous fait sécréter de la dopamine pour savoir ce qui vous attend. Donc là, dans l'article, là, TikTok, Facebook et d'autres applications exploitent une faille dans les notifications push sur iOS pour siphonner vos données, sans même que vous ouvriez l'application. Jack Peterson de Lifehacker lève le voile sur cette pratique douteuse. Alors pourquoi moi j'ai voulu le mettre dans ce podcast? Parce que ça fait des années que je vous dis que les notifications push, donc ces notifications intempestives là, c'est un enfer en fait pour votre attention, votre concentration et votre santé mentale. Moi, depuis des années, j'ai complètement viré, c'est-à-dire que je n'ai ni les points rouges sur les applications, ni le son quand une notification arrive, et je n'ai même pas l'écran qui s'allume quand ça arrive, et je les ai même pas affichés sur mon écran verrouillé. C'est-à-dire que moi, quand je veux consulter mes mails, alors les réseaux sociaux, j'y vais jamais, mais enfin, sauf pour le travail, mais sinon, à titre personnel, j'y vais pas. Sauf un peu Pinterest pour regarder des idées de déco ou de bricolage. C'est tout. Donc je n'ai aucune
heu, sollicitations autres, moi, j'ai laissé 2 choses, les SMS et le téléphone. L'avantage, c'est que les SMS, de plus en plus de gens abandonnent les SMS et le téléphone, on s'appelle plus. Donc du coup, mon téléphone, c'est vraiment moi, vraiment, qui choisis quand il me perturbe ou pas, quand je l'autorise à me déranger. Jamais, c'est en gros. Et en fait, ça a été démontré que si vous réduisez ça, vous êtes beaucoup moins addict aux écrans, parce qu'en fait, vous recevez une notification. Cas de figure classique, vous êtes, je sais pas, à votre pause, vous avez une petite pause, de à 10 heures là, pour prendre votre café à votre boulot. Et puis gling, une petite notification qui arrive ou qui est arrivée entre 8 et 10 heures au travail. Donc vous avez déjà en tâche de fond dans votre tête l'envie d'aller la consulter. Vous allez la consulter, c'est Instagram, une personne que vous suivez a posté un truc, cool, c'est sympa, OK. Au lieu de partir, hop, vous slidez un peu, vous tombez sur la publication suivante, puis suivante et vous vous retrouvez à avoir sacrifié votre pause déjeuner pour, déjeuner, votre pause, café pour, aller sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même dommage et en fait, ça se reproduit extrêmement souvent ce genre de comportement et mis bout à bout, ça donne le temps d'écran que vous avez quand vous consultez, vos statistiques de temps d'écran. Donc je continue, l'article et je me suis dit: «Voilà, il y a beaucoup de gens qui le savent que c'est pas bon, mais ils aiment pas trop, voilà». Mais par contre, quand on leur dit enfin, ils aiment pas trop, ils arrivent pas à le faire. Ils se disent: «Oh, c'est bon et tout». Mais là, maintenant, alerte espionnage, notification, une porte ouverte aux curieux. Donc le duo de chercheurs en sécurité, MISC, révèle que ces applications sont sous couvert de notifications activent en arrière-plan des processus pour envoyer des données analytiques à leur serveur. Ce qui est alarmant, c'est que cette méthode permet de fingerprinter, c'est-à-dire de suivre les utilisateurs. Par exemple, lorsque vous recevez une notification TikTok et la supprimez, l'application envoie des informations telles que le temps de fonctionnement de votre iPhone. Les données récoltées incluent la langue du clavier, la mémoire disponible, l'état de la batterie, le modèle de l'appareil et même la luminosité de l'écran. Ces informations pourraient théoriquement permettre de suivre vos activités sur iOS sans jamais ouvrir l'application concernée. Alors comment se protéger? La solution la plus radicale, ils disent, hein, désactiver les notifications push pour toutes les applications. Cela peut sembler extrême, mais c'est un bon compromis entre la commodité et la protection de vos données personnelles, en attendant qu'Apple corrige cette faille. Donc c'est à chacun de se décider du niveau de suivi de données, voilà. Moi personnellement, une fois que l'avantage, c'est qu'une fois que vous aurez réussi à reprendre le contrôle, parce que vous n'êtes plus dépendant, c'est vous qui décidez vraiment quand vous vous rendez, par exemple, moi mes mails, quand je dis aux gens: «Mais moi mes mails, je fais un passage par jour. À une certaine heure de la journée, je réponds à mes mails, point». Donc mes mails professionnels ont un passage par jour, mes mails personnels ont un passage par jour et c'est tout. C'est hors de question que des notifications viennent me perturber. Déjà par respect par mes clients et puis les abonnés du site et tout ça, moi je dois leur fournir un travail de qualité. C'est hors de question que je sois complètement parasité par des mails en permanence et que du coup j'arrête pas de me déconcentrer, reconcentrer, déconcentrer, reconcentrer. Ce qui perturbe ma façon de travailler et donc du coup mon travail serait de moins bonne qualité. Donc déjà ça c'est hors de question. En plus, il y a jamais en fait moi, je suis contre la notion d'urgence dans les emails. C'est-à-dire que beaucoup de personnes maintenant, avec la connectivité comme ça là entre chaque individu, ils s'attendent à ce que les réponses soient du tac au tac. C'est-à-dire, je t'envoie un SMS ou je t'envoie un WhatsApp ou je t'envoie un mail, et si dans l'heure il n'y a pas eu de réponse, on reçoit les trois petits points d'interrogation que tout le monde a déjà reçus une fois. Moi, je suis contre ça. Et ça, en fait, on peut rééduquer, entre guillemets, j'aime pas le mot éduquer les autres, mais on peut rééduquer les autres, en tout cas par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous choisissez à quel moment vous allez voir vos messages, moi, par exemple, ça m'arrive d'avoir des messages sur le Messenger de Facebook qui datent, personnels, hein, qui datent de parfois un mois, voire plus. Et je réponds en m'excusant: «Désolé, je passe pas souvent. Si tu veux m'avoir rapidement, voilà mon numéro, voilà, si c'est un ami ou quoi, envoie-moi un texto, il a mon numéro normalement». Mais les gens le savent maintenant, donc je reçois plus rien sur les réseaux sociaux. C'est ça l'avantage. Et donc ça concentre sur le texto et je suis un peu à l'ancienne peut-être, mais au moins c'est le texto, l'avantage c'est qu'on ouvre le message, on répond, on s'en va. Il y a pas de distraction. Il y a pas de publicité ni rien. Alors que tous les réseaux sociaux, même dans les trucs de messages, vous avez des pubs, des incitations à faire plus que juste consulter votre message.
Et moi, je comprends pas à l'heure où on fait que de parler des stoïciens, de philosophie, de santé mentale, de contrôle, les gens, ils sont complètement accros à leur smartphone, même ceux qui consultent ces trucs. Donc il y a quand même la base de la base, ils se prosternent devant le petit point rouge d'une application. En fait, c'est ce petit point rouge peut leur faire leur bonheur ou leur malheur. Et je pense aussi aux applications Tinder, je sais pas lesquelles il y a d'autres. Moi, je connais Tinder, mais je sais il doit y en avoir des nouvelles depuis que je suis en couple. Voilà, moi j'ai connu Tinder à l'époque, mais je sais pas il y a plus aujourd'hui. J'imagine que oui. Tous ces trucs-là, c'est pareil. C'est comment on appellerait ça, une sorte d'asservissement en fait. Et moi, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des carnivores au niveau temps et que, au niveau santé mentale, toutes ces choses-là vont vous épuiser. Et cet épuisement va se répercuter après sur votre motivation pour aller vous entraîner, pour tenir une diète. Voilà, et puis bon, les gens les plus malheureux, souvent, sont ceux qui consultent les réseaux, vous savez, qui ont l'impression que c'est la vraie vie et que la leur est toute pourrie, quoi. Mais bon, bref. Et d'ailleurs, je crains l'arrivée des comment on appelle ça? Des métaverses et compagnie, quoi. Ça, c'est vraiment une des plus grosses craintes, c'est quand ce genre de choses cette chose sera popularisée, accessible à tous, parce que les gens, quand ils vont revenir dans le vrai monde, ça va leur faire mal. Donc comment se protéger de ça? Désactiver les notifications push. Alors au début, ça prend un petit peu de temps. Il faut aller par exemple alors je vais vous dire où aller dans iOS parce que moi je l'ai fait, il y a des années, mais je peux vous dire que c'est relativement simple. C'est un peu lent à faire, mais c'est simple. Alors vous allez dans Réglages, ensuite vous allez dans Notifications. Donc c'est la deuxième catégorie là dans Réglages, donc le deuxième bloc de catégories là. Donc notifications. Ensuite vous avez une liste d'applications où il y a marqué style, je crois, et vous avez toutes les applications. Et juste en grisé sous chaque application, vous avez marqué si c'est activé, qu'est-ce qui est activé, etc. Moi par exemple, il y a marqué pour tout désactiver, 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 et j'ai seulement mon calendrier, les SMS et le téléphone. Sinon, tout le reste, je désactive en permanence. Parce que sinon, c'est insupportable, quoi. Vous êtes tout le temps sollicité et même un bip, en fait, un bip vous induit ah, il y a quelque chose qui m'attend, quoi. Et donc, si vous êtes en train de vous entraîner ou en train de je sais pas trop quoi faire, de bosser, ça vous perturbe, quoi. Donc c'est pas bon. Et ça faisait partie, ça, d'ailleurs, dans mon cours sur l'énergie, que vous pouvez retrouver sur mon site, hein, j'en parle longuement de ça. Bon, allez, sujet suivant. Alors, le sujet suivant, c'est la compassion de soi, une clé pour surmonter les écarts alimentaires. Donc là, en fait, il parle de la compassion envers soi-même. Donc souvent, on entend aujourd'hui, il faut être bienveillant, machin, tout ça. Là, on va voir un petit peu parce que moi j'ai un petit peu du mal avec le narcissisme, le développement trop personnel. Voilà, mais bon, on va lire quand même ça. Donc, selon une étude récente publiée dans Appétit, d'avoir de la compassion envers soi, c'est un facteur crucial pour gérer les écarts alimentaires. Donc, aux États-Unis, où près de 3/4 des adultes sont en surpoids ou obèses, les écarts dans les régimes faibles en calories sont fréquents et compromettent souvent le succès de la perte de poids. Donc cette étude vise à éclairer des interventions efficaces pour promouvoir des réponses plus adaptatives à ces écarts chez les individus suivant un traitement de perte de poids comportementale. Donc les écarts alimentaires définis comme des instances spécifiques de non-adhérence à un régime hypocalorique sont courants en raison de facteurs biologiques, environnementaux et psychologiques. Ces écarts peuvent non seulement augmenter l'apport calorique, mais aussi décourager les efforts de contrôle du poids ou même conduire à l'abandon total des objectifs de perte de poids. La recherche montre que les réponses autocompassionnelles à un échec prédisent de meilleures intentions d'amélioration de soi, une meilleure gestion des émotions et une réduction de l'affect négatif.
Donc l'étude a examiné tout un tas de choses et les résultats suggèrent que la pratique de la compassion de soi, qui comprend la bienveillance envers soi-même, la reconnaissance de l'humanité commune et la pleine conscience, peut être particulièrement efficace pour promouvoir une poursuite plus assidue des objectifs diététiques après des écarts alimentaires. Bon, ce qu'on voit là, c'est que quand vous faites un écart, alors quand je dis vous, c'est nous, mais j'aime pas dire de me mettre dans l'eau parce que j'ai quand même bien combattu ce truc depuis des années. Moi, j'y suis plus du tout sujet, hein. C'est-à-dire que j'ai ni dans un sens ni dans l'autre. Mais je vais pas trop parler de moi parce que ça vous intéresse pas, mais c'est vrai que j'ai mes écarts alimentaires comme tout le monde ou écarts ou, heu, ou ouais, un pas de côté par rapport à la diète qu'on peut faire, donc un écart où je vais m'autoriser, parce que j'ai envie et parce que je peux et j'ai le droit et tout ce que vous voulez, des aliments plaisir comme, heu, qu'est-ce que c'était le dernier, que je me suis autorisé? Mmh, le dernier, bah, c'est un ami qui m'a ramené un paquet, de chocobons. Et chaque année, vers Noël, c'est soit Noël, soit Pâques, qui nous ramène un sachet, à ma femme et moi là, de chocobons. Donc c'est hyper sympa, il passe, il fait le tour des amis, il nous en ramène un. C'est cool, c'est sympa, on se voit, puis c'est un bon moment. Heu et bien, le sachet, il passe pas la journée en fait. Mais j'ai pas trop de culpabilité, en fait, la seule crainte que j'ai, c'est de me rendre malade parce que j'aime bien ça, c'est relativement addictif et voilà. Mais après, je me dis pas, «Foutu pour foutu, je vais m'envoyer une pizza, un fast-food ou je sais pas trop quoi». Non, moi ça s'arrête là et puis tout va bien. Mais je sais qu'il y a des personnes, quand ils mettent un pied dans la tempête des écarts alimentaires, ils en sortent difficilement et donc du coup, ça y est, j'ai tout foutu en l'air, je suis foutu et cetera. Mais c'est vrai que là, de reconnaître qu'on est tous humains, déjà, il faut vous dire une chose, là, c'est pour les gens qui ont tendance à se dévaloriser par rapport à ça. Ceux qui vous disent qu'ils ont pas d'écart, que leur écart c'est un fruit, ne les croyez pas. Ou alors c'est qu'ils font pas la diète. J'avais un ami comme ça qui me disait: «Mais moi je suis pas attiré du tout par le sucre». «Ah bon? Ah non, non, mais moi c'est plutôt produit salé. Le sucré, j'aime pas ça». «Ah ouais, tu bien de la chance», je lui dis, parce que quand même, surtout quand tu fais attention, souvent le goût sucré a tendance à prendre un petit peu des proportions, beaucoup plus développées. Ce qui s'explique puisqu'on se passe du goût sucré, quand on y revient, il est multiplié par 10 quoi. La saveur est vachement amplifiée. Donc du coup, même les fruits deviennent hyper appétants quoi, alors qu'avant il fallait des choses beaucoup plus denses en sucre. Et je lui dis, «Bah, c'est cool». Et en fait, depuis que je le connais, je l'ai observé un petit peu, ce coquin, bah, peut-être qu'il aime bien les aliments salés, mais quand il prend une tisane, un thé ou autre, il met beaucoup de sucre. Heu, les boissons, c'est souvent des jus de fruits. Donc tout ça, ce sont des alors bien évidemment, quand on consomme du sucre comme ça de manière, régulière, un peu dans les boissons chaudes ou sous forme de jus de fruits, on ressent peut-être pas le besoin d'en consommer sous forme de dessert et on a l'impression qu'on mange pas beaucoup de sucre, mais on en mange en réalité plus que quelqu'un qui fait attention et qui s'autorise un petit dessert, hein. Parce que les boissons sucrées ou même le carré de sucre directement dans la boisson chaude, ça pardonne pas, hein, et je vais pas vous faire un dessin, mais ça se multiplie par rapport au nombre de boissons chaudes que vous allez prendre dans la journée. Bref, donc ne pensez pas qu'il y a des personnes qui sont extrêmement, solides de ce côté-là. Plus elles peuvent se tenir à l'écart des aliments comme ça, plus elles sont soit dans le contrôle total, c'est-à-dire un vrai contrôle avec de la lutte, soit leur diète n'est pas si clean que ça ou si hypocalorique que ça s'ils essayent de maigrir. Puisque la nature veut que quand on a une privation énergétique et qu'on commence à sérieusement taper dans le tour de taille, notre cerveau nous envoie tout le matériel nécessaire pour rechercher, des aliments denses, caloriques, énergétiques, pour refaire le plein, en fait, et pas tomber en panne sèche sur le bord de la route. Et malheureusement, alors, il y a des personnes qui sont, défaillantes par rapport à ça, ce sont les anorexiques, puisque eux, vont courir directement à la panne sèche et courir, sans mauvais jeu de mots, puisque ce sont souvent des personnes qui courent beaucoup en plus, ne pas s'alimenter
et ce qui va les stopper, c'est la panne sèche et malheureusement, parfois, c'est un joint de culasse, quoi, hein. C'est une panne définitive, hein. C'est-à-dire que l'anorexie, c'est réellement une pathologie à fort taux de suicide, donc très, très risqué. Si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui est anorexique, faites tout pour l'aider, pour qu'elle se fasse aider. Parce que c'est vraiment, le taux de suicide chez les anorexiques est relativement élevé. Bref, et l'anorexique, quand il est, j'ai envie de dire presque sauvé, c'est quand il a des crises de boulimie régulières. Ce qui va lui permettre de se remplumer un petit peu et puis, voilà. Mais le vrai anorexique qui n'a pas de crise de boulimie, malheureusement, enfin, ça ne fait que s'amplifier. C'est terrible en fait, hein, à quel point ça peut dévaster un humain, quoi. Donc d'être capable de bienveillance, je reviens au truc, à la compassion de soi et tout ça. Pourquoi? Parce que déjà la première chose, c'est d'accepter, faites un pas en arrière et dites-vous: «Mais tu crois que cette personne elle est parfaite ou tu crois que l'image qu'elle veut envoyer elle est parfaite, mais en réalité elle est comme toi, quoi?» Parfois elle se lève du mauvais pied, enfin, et ça, c'est vraiment un travail à faire chez les personnes qui admirent en permanence les autres et qui ont tendance à se dire: «Mais moi, je suis né avec tout un tas de casseroles, mental, c'est pas top, motivation, c'est pas top, physiquement, ma génétique, elle est pas top, je fais vraiment partie de la moyenne». Bah, ouais, mais en fait, on fait tous partie de la moyenne, sauf qu'il y a certaines personnes qui capitalisent sur les deux, trois points forts qu'ils ont et ils font croire que ça les définit, que enfin voilà, quoi. Et c'est ce qui s'appelle, influenceur sur les réseaux sociaux, hein. On capitalise sur les deux trois trucs, qui font nos forces, donc par exemple le physique ou, je sais pas, le rire et après on occulte, un petit peu les points négatifs et donc les gens vont se faire une image de cette personne est tout le temps drôle, ou cette personne est tout le temps, heureuse si elle vend du développement personnel, ou cette personne est toujours, à manger sainement et hyper, motivée pour s'entraîner, si c'est un ou une influenceur fitness, et cetera, et cetera. Et ça induit chez les individus le sentiment d'être, heu, de pas faire partie de cette, de pas être fait du même bois, en fait. Et alors que si, vous êtes fait du même bois que ces gens-là, je vous le dis. Sauf que vous capitalisez pas comme eux sur, vous avez des qualités. Si je vous posais des questions là, on parlerait 5 minutes, vous avez peut-être un travail ou une activité, quelque chose dans lequel où si je vous pose des questions, vous avez les réponses. Bah, imaginez, vous devenez expert dans ce truc-là et vous capitalisez que là-dessus avec un grand sourire, ben voilà, vous allez devenir une force de la nature là-dedans, vous allez envoyer une image de ça aux autres et heu et voilà. Alors que dans la réalité, bah, vous vous lèverez toujours du mauvais pied de temps en temps, vous prendrez toujours, une assiette de pâtes en plus quand vous êtes un peu faible mentalement et voilà. Mais ça fait pas de vous une personne qui échoue, ça fait juste une personne de vous entière, quoi. Enfin, qu'est-ce que je viens de dire là? Ça fait juste une personne de vous. Ça se dit ça? Ça se dit pas du tout. Voilà, je suis fatigué ce matin. Ça fait juste, de vous, une personne, voilà, dans le bon sens, c'est mieux, un petit peu plus, heu, humaine, quoi, tout simplement. Donc la compassion de soi, c'est important parce que si vous arrivez à la travailler, vous ferez moins d'écart. Voilà. En tout cas, vous les vivrez pas de la même façon. Vous ferez une sortie de route, un petit croissant là au boulot. «Ah j'en ai envie, on est jeudi, je suis fatigué, j'ai bien tenu ma diète. Ce matin, il y a un petit pain au chocolat, je le prends. Allez!» Vous le prenez, vous le mangez et l'idéal derrière, c'est pas de se dire: «Mais quel gros con, pourquoi j'ai fait ça? Bon allez, à midi frites, mayo, ketchup, pain, dessert et ce soir pizza». Non, le truc c'est de se dire: «Ouais, c'était cool». Ça veut pas dire que je suis obligé de sortir de ma diète à midi, peut-être au contraire même. C'est voilà, je me suis fait plaisir. Là, du coup, je ressens moins le besoin de me faire plaisir à midi. Je veux juste manger parce qu'il faut que je me nourrisse et puis que j'ai, ma séance de sport dans la journée, mais moi, je suis bien. Voilà, je suis bien. S'autoriser ça, en fait. De s'autoriser, un écart, même en semaine, si c'est votre truc et puis après vous dire: «Bah, OK, c'est cool, mais j'ai pas besoin de». Vous savez, moi, parfois, je me fais alors en ce moment un peu moins, mais parce que la saison s'y prête moins en plus, mais c'est vrai qu'avec ma compagne, on aime bien se faire des restaurants, un petit restaurant pas très loin, avec une petite terrasse sous les arbres et tout.
Bah, parfois, on le fait en pleine semaine, le midi, et ça veut pas dire qu'après, derrière, le soir, on se défonce le ventre avec un truc parce qu'on est sorti de sa diète ou quoi. Non, au contraire, c'est un très bon moment. Et puis après, c'est un très bon moment qui casse la routine de la semaine de travail. Entre midi et deux, on se prend la petite pause déjeuner ensemble, puis après, on retourne bosser. Et ça veut pas dire que le soir, on va pas manger nos brocolis, notre poisson ou quoi, hein. Mais c'est je pense que c'est ça aussi, alors, je comprends il faille passer à un moment donné par une phase un peu extrême. Quand on fait des régimes, quand on se recable au niveau de la diète, des habitudes alimentaires, mais une fois qu'on s'est bien recablé, on peut aussi profiter des bonnes choses, quoi. Voilà. Et c'est aussi ça la compassion, la bienveillance, et pas tomber dans l'extrême où on devient narcissique, égocentrique, hein. Alors, tomber malade en vacances, le paradoxe du repos. Ça vous est déjà arrivé, vous, de partir, vous savez, quand on dit: «Il décompense», ça y est, le stress est terminé, après le covid, il a décompensé, ou ça y est, la période de dur travail, par exemple de clôture, si vous êtes comptable ou des métiers comme ça, c'est terminé, bim, la personne tombe malade. Après un gros stress, hop, ça arrive, on tombe malade, et c'est pas faux, ça. Et d'ailleurs, je me demande même si, ah tiens, il est parti à la retraite, il a plus le stress du travail, le sens et tout ça, bim, il tombe malade. Moi personnellement, je l'ai craint il y a pas très longtemps, quand on a déménagé pour venir habiter où on est là. Donc on a eu un logement plus grand, et cetera. Mais c'est vrai que, de toute cette logistique du déménagement, quand on bosse à côté, qu'on a envie de faire son sport, et puis on a des vies relativement actives, heu, elle et moi, donc du coup, je veux dire professionnellement parlant, donc du coup, c'est quand même un stress, quoi. Alors il y a eu des années, à mes précédents, déménagements, j'avais fait appel à des déménageurs parce que financièrement, j'avais fait le calcul, c'était ça à l'époque, c'était pas très cher les déménageurs, enfin en tout cas pas aussi cher qu'aujourd'hui, et donc j'avais fait bien le calcul, je m'étais dit par rapport au temps perdu pour le travail et tout, j'avais trouvé ça rentable. Là, je me suis dit: «Allez, cette fois-ci, on le fait nous-mêmes, quoi». Et ben, ça a induit un stress, surtout quand vous avez des travaux à faire et tout ça. Tous ceux qui ont une maison, qui ont fait des travaux, alors moi, c'est pas une maison, hein, mais c'est un grand appartement, mais c'est pas une maison qu'on a construit ou autre, et je peux vous dire que ça a induit un stress, et moi qui connais tous ces domaines-là, je me suis dit: «Il va falloir que j'y aille tranquillement à la redescente de ce stress». Parce que souvent la décompensation après ça peut être, je me connais moi, je sais que je suis quelqu'un d'anxieux et tout, et quand je suis sous tension, tout va bien, j'ai les ressources et tout, mais quand le problème est passé, ou que la difficulté est surmontée, ma décompensation parfois je passe de haute tension, aiguille au rupteur dans le rouge à taper, à, d'un coup, au ralenti, quoi. Donc il faut que je fasse attention, que je lève le pied progressivement, pour pas justement avoir ce phénomène ce contre-coup, quoi. Et donc je l'ai pas eu, tant mieux, parce que j'ai pris le taureau par les cornes, et j'ai freiné des cas de fer un petit peu pour pas qu'il se prenne le mur. Donc en vacances, c'est un petit peu la même chose, donc vous attendez vos vacances avec impatience, mais dès que vous commencez à vous détendre, bim, vous tombez malade. Donc ce phénomène connu sous le nom de let-down effect, donc effet de baisse ou de décompensation, hein, est expliqué par le docteur Suel Youssen, dans un article de psychologie.com que vous pouvez aller retrouver et lire en intégralité. Donc lorsque nous sommes soumis à un stress intense, travail, responsabilité familiale, etc., ouais, vous pouvez mettre plus que ça, hein. Notre corps fonctionne avec des niveaux élevés d'hormones de stress comme le cortisol et d'adrénaline. Donc encore les mêmes, hein, toujours les glandes surrénales qui carburent à plein régime. Une fois en vacances, ces niveaux chutent brusquement, exposant notre système immunitaire et nous rendant plus vulnérables aux infections et à la fatigue excessive. Oui, pourquoi? Parce que l'adrénaline et le cortisol, c'est aussi on va dire des énergétiques, si je pourrais dire les choses comme ça. En tout cas, des dynamisants, quoi. Vous vous sentez, vous manquez pas de gouache quand vous vous réveillez le matin, ce qui fait que vous arrivez à passer votre journée, à démarrer, à prendre les rails,
c'est, la hausse de votre taux de cortisol qui suit un rythme et d'ailleurs quand il est déréglé, ou quand vous êtes déprimé, souvent il est sécrété en fin de journée et complètement absent le matin et donc du coup, vous vous mettez à avoir la tête dans le fion le matin et de la pêche après le dîner. Bref, donc je reprends, j'en étais où? Ah voilà, ici. Donc une fois en vacances, c'est niveau chute brusquement, fatigue excessive et vulnérable aux infections. Ce changement peut également aggraver les douleurs musculaires et les problèmes de santé mentale, comme l'anxiété aiguë et les crises de panique. Donc là, chez les personnes qui sont fragiles, en fait, ils sont en train de se dire: «Mais je comprends pas, je suis, si j'ai moins de cortisol et d'adrénaline, pourquoi mon anxiété serait plus élevée? Puisque anxiété et cortisol, ça va ensemble, crise de panique et tous ces trucs-là, l'adrénaline, le cortisol, si je le réduis, ça devrait aller mieux». Mais en fait, non, parce chez beaucoup de personnes, des changements d'état perçus dans le corps, donc si vous êtes plus à cette tension, donc c'est-à-dire que vous passez à un état tendu à un état raplapla, ramolli. Ça peut être angoissant pour des personnes, ça, ce changement physiologique et s'ils n'arrivent pas à mettre les mots dessus, ils vont se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Je suis anxieux, j'ai un truc qui va pas, bim, je panique» et donc non, en fait, c'est juste qu'il y a plus de raison d'être stressé parce que vous êtes en vacances, vous êtes en week-end, vous décompensez et voilà, faut faire attention, il faut se connaître, en fait, faut se comprendre et voilà. Donc les hormones de stress, bien que nécessaires pour notre réaction face au danger, peuvent affaiblir notre système immunitaire lorsqu'elles sont constamment élevées. Elles accélèrent les processus inflammatoires et perturbent la fonction immunitaire, le sommeil et l'énergie. Donc en fait, ça tourne à fond, à plein régime quand vous êtes la tête dans le guidon. Et puis quand vous vous arrêtez, plus sécréter, le moindre courant d'air ou autre qui passe, bim, vous vous tapez un rhume. Oh là là, c'est ballot. J'arrive en vacances, je me tape telle ou telle maladie, quoi. Je serais curieux de savoir si la tourista, Heu, au-delà des bactéries, vous allez me dire: «Mais non, c'est pas pareil, c'est l'eau, il y a les bactéries, c'est pas les mêmes, on n'est pas habitué, microbiote, blabla». Oui, OK. Mais est-ce qu'il y a pas aussi un petit peu de ça, qui nous rendrait un peu plus vulnérables? Bref, pour éviter ce phénomène, le docteur Hussein recommande de réduire progressivement le stress avant les vacances. Facile à dire, hein, souvent qu'avant les vacances, on veut clôturer les dossiers pour partir avec le bureau bien rangé et souvent on se met la tête, dans la cheminée, hein, c'est même pas dans le guidon. Il suggère de maintenir une activité physique légère et un certain degré d'exercice pendant les vacances pour aider le corps à s'acclimater. Il conseille également d'insérer régulièrement des moments de détente dans le quotidien, de profiter de la nature, d'écoute de la musique relaxante, d'adopter un horaire de repos et de sommeil régulier, de lire et de passer du temps avec ses proches. En fait, ça, je pense que la meilleure solution, c'est de l'avoir au quotidien. C'est-à-dire de ne pas... Je connais beaucoup de personnes, et notamment chez les entrepreneurs, avec qui j'ai beaucoup parlé, parce que j'en connais quand même pas mal. Et puis depuis le temps que je suis dans ce monde-là, j'aime pas dire entrepreneur, mais on va dire, je sais pas comment je pourrais me qualifier, mais on va dire d'être à son compte en tout cas. J'ai parlé avec beaucoup de personnes comme ça, qui travaillent sur internet ou ailleurs et souvent ce sont des personnes qui ne savent pas cloisonner leur temps de travail. C'est-à-dire que pour eux, ils se lèvent le matin, ils bossent, ils vont lire leurs emails dans leur pieu et tout ça, donc ils sont tout le temps avec une forme d'excitation et de sécrétion d'adrénaline et de cortisol liée à leur emploi du temps, à leur emploi tout court, pardon. Donc ils n'ont pas d'emploi du temps, sauf les rendez-vous imposés, mais sinon ils travaillent tout le temps. Moi, j'ai mis en place il y a des années quelque chose qui fonctionne pas trop mal, c'est de vous dire que vous avez quelqu'un au-dessus de vous, donc vous-même, de vous imposer en fait vos règles. De vous dire: «OK, moi ma journée de travail commence le matin, se finit en fin de journée, à quelle heure elle se termine?» Par exemple, moi, c'est hors de question d'aller au-delà d'un certain horaire, sauf cas de force majeure et le cas de force majeure, c'est 1, 2 ou 3 fois par an maximum, pas plus. Cas de force majeure, c'est pas toutes les semaines ou tous les jours. Et donc de se mettre des contraintes comme ça, sûr, on peut plus procrastiner après, hein, puisque, on sait qu'il faut avoir fini avant la pause déjeuner et il faut avoir fini avant, la séance de sport de l'après-midi qui sera vers 17h30, 18h. Donc, soit on se lève tôt, enfin on se débrouille. Mais, moi après j'ai trouvé mon rythme comme ça. Première contrainte, deuxième contrainte, interdiction de travailler les jours fériés et les jours, sauf si évidemment vous avez un travail qui oblige de travailler les jours fériés, mais et les week-ends. Au début c'est un peu difficile, mais après on y arrive. Mais ça oblige encore une fois à se mettre un coup de collier la semaine. Et c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent parce qu'elles n'arrivent pas, en fait, à avoir cette discipline. Elles n'arrivent pas à avoir une personne à l'intérieur d'elles qui leur dit: «OK, il faut que tu sois là à telle heure, il faut que tu t'aies quitté ton boulot à telle heure, il faut pas que tu travailles le week-end» et cetera. Et tout ça, ce sont des choses qui
permettent de pas laisser monter un niveau excessif d'hormones du stress, même quand on bosse. Parce que là, vous êtes en train de vous dire: «Oui, mais attends, mais moi, si je m'impose des horaires, c'est encore plus stressant». Faux, parce qu'en t'imposant des horaires, tu vas induire des moments de repos et ces moments de repos sont bénéfiques pour être plus performant durant tes moments de travail. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce qu'il y a également ce phénomène à plus courte échelle qui se passe avec le sport. Quand vous faites du sport, vous sécrétez énormément d'adrénaline et aussi du cortisol, hein, puisque, on stresse, hein, durant le sport et cette chute-là d'hormones, post-entraînement, parce que vous avez été sous tension, votre corps est fatigué et votre système immunitaire après il est, mis à rude épreuve juste après l'entraînement et c'est pour ça que sur le parking, quand vous avez envie de discuter avec, la nana que vous avez draguée ou à la cage à squat ou, votre ami que vous avez pas vu depuis longtemps et qui arrive quand vous partez, que vous êtes en short t-shirt au coffre de la bagnole en train de discuter, le petit courant d'air, demain vous avez le rhume en fait. Cherchez pas, demain vous êtes foutus. Donc et on l'a tous connu, j'ai chopé la mort, après le sport, j'aurais pas dû. Donc toujours un manteau, dans le coffre au cas où vous arrivez avec le sweat, le machin, le bonnet, l'écharpe, j'en sais rien, peu importe selon l'endroit où vous habitez, mais ou mettez-vous dans l'entrée de la salle quoi. «Attends, Mia, on se met là, j'ai froid, ça caille» ou autre et au moins vous êtes tranquille quoi. Parce que sinon, bah, si vous arriverez pas à venir vous entraîner demain, vous serez malade. C'est quand même con. Et ça, on peut le vérifier là, mais on peut le vérifier aussi dans des périodes à plus moyen long terme, justement avec ces vacances, où on tombe malade. Et d'ailleurs, il y avait, je sais plus qui en parlait il y a longtemps dans une conférence, je sais plus qui c'est qui en parlait. Est-ce que c'est Cyrulnik ou c'en est un autre? Qui parlait justement durant la guerre de quelqu'un qui avait été capable de traverser, qui était allergique en fait, je sais aux graminées ou je sais plus trop quoi, et qui à chaque fois se tapait des allergies pas possibles quand il passait à travers les champs. Et durant la guerre, quand il avait dû fuir, toutes ses allergies avaient disparu parce qu'il avait des telles sécrétions d'hormones du stress comme ça que ça le protégeait, en fait, ça l'immunisait. Et qu'il y avait ce phénomène d'observation, hein, encore une fois, d'un cas unique. Mais voilà, c'était son histoire. Si, peut-être que la personne qui se rappellera qui avait dit ça pourrait le mettre en commentaire et balancer la conférence qui allait avec, parce qu'il me semble qu'elle était quand même relativement intéressante. Voilà. Bref, bon, on a parlé quand même pas mal de comportements, de lifestyle, toutes ces choses-là, heu et la santé mentale. Alors beaucoup de personnes là en ce moment sont dans le moment de l'année où la santé mentale parfois elle est un peu, mise à rude épreuve parce que déjà les journées sont plus sombres, les journées sont plus courtes et même si elles vont avoir tendance à rallonger et ça a déjà commencé il me semble, mais aussi on arrive sur la fin de nos réserves de vitamine D, synthétisées, durant les beaux jours de l'été. Donc, on arrive en fait dans les périodes où, on est le plus, «à jeun de vitamine D» entre guillemets. Donc c'est à ces moments-là que les prises de vitamine D sont souvent recommandées, quoi. Et d'ailleurs, j'ai appris, je vous en ai déjà parlé, mais ça me choque encore, qu'on ne dose plus systématiquement, enfin, on ne dose pas systématiquement la vitamine D sur les prises de sang parce que, étant donné que tout le monde est carencé, ça ferait des dépenses mais tellement monstrueuses et des remboursements tellement épais de vitamine D que il y a une consigne générale à pas vous tester en vitamine D. J'ai été surpris, moi, vous savez que je fais des bilans sanguins, enfin, j'avais un peu espacé les derniers, mais là, j'ai repris le pli parce qu'il faut faire attention quand même. Et la vitamine D, j'ai dit: «J'aimerais bien faire vitamine D». Boah, vous savez, on est tous carencés, bim, UV dose, 100 000 UI. Non, bon, je l'ai pas pris parce que moi, des méga doses comme ça, j'en veux pas. Je préfère des petites doses, quotidiennes. Mais faut pas leur en vouloir aux médecins. Il faut vous dire une chose, et je sais qu'il y a des médecins qui écoutent là, qui sont en train de crier. Vous inquiétez pas, je vais dire pourquoi c'est souvent des mégadoses, parce que en fait, la tenue des traitements est très heu, minime. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont un traitement, ils vont pas le suivre. C'est-à-dire que quand vous leur dites: «Alors la vitamine D, c'est X gouttes tous les matins de, octobre à, mars ou avril», ils savent très bien qu'il y en a la moitié qui vont pas le faire. Alors que leur envoyer 100 000 UI d'un coup ou 10 000 UI d'un coup, je sais plus, non, je crois que c'est 100 000, hein, les ampoules, et ben, les gens, ils vont, au moins ils sont sûrs de le prendre puisque c'est une dose. Bon.
Ça doit avoir un effet. Enfin, moi, perso, je préfère pas m'envoyer une dose comme ça d'un coup, quoi. Bref, j'ai un peu dérivé. Oui, comment équilibrer les glucides pour la santé mentale sans sacrifier la perte de poids? Et donc notamment si vous êtes sujet aux crises de panique, à l'anxiété, aux angoisses, à tous ces trucs-là, heu, allez voir ce cours que j'ai sorti là sur l'équilibre alimentaire, l'anxiété, la santé mentale. Vous allez avoir pas mal de petites réponses, de pistes en tout cas, pour voir là où vous faites mal peut-être dans votre diète, voilà. Donc je vous laisse ici, vous avez tous les liens dans les notes de ce podcast. Très bonne journée à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.